Bonjour, toutes nos excuses pour ce léger retard. Merci surtout de nous renouveler votre amitié à cette émission dominicale Canal Presse qui revient sur les grands faits de l'actualité de la semaine. Cette semaine encore, Canal 2 s'intéresse à l'intégration sous-régionale qui a maille à partir dans la zone CEMAC des Camerounais pourchassés comme des bandits du côté de la Guinée équatoriale à l'occasion d'une vaste opération lancée sur l'ensemble du territoire équato-guinéen visant à faire partir de son territoire toutes les personnes n'étant pas en règle. Comment comprendre que dans cette zone où la circulation des personnes et des biens devrait être la chose la plus partagée et qu'en zone CEMAC, nous soyons encore à cette situation. Nous allons essayer de comprendre un peu les tenants et les aboutissants de cette affaire. Le gouvernement camerounais, quant à lui, a pris des dispositions pour évacuer très rapidement les Camerounais désirant de rentrer au pays. À suivre également l'actualité sur le plan sanitaire. Le système sanitaire au Cameroun connaît quelques problèmes. La preuve, cette semaine, on a suivi avec beaucoup d'étonnement et beaucoup d'émotion une correspondance du directeur de l'hôpital de Bafoussam demandant ainsi pour une prise en charge le dépôt d'une caution de 50 000 francs avant toute prise en charge des patients arrivés dans cet établissement hospitalier. Est-ce que cette situation est susceptible de faciliter la tâche aux Camerounais? Cette situation rend-elle en droite ligne avec la politique gouvernementale? Nous essaierons d'apporter quelques éléments de réponse. Merci de rester scotché. Bienvenue à toutes et à tous. L'émission, c'est Canal Presse. Quatre invités vont nous permettre de décrypter l'actualité et évoquer des technocrates, des hommes politiques, des spécialistes également sont conviés à ce débat. Nous avons autour de cette table la seule dame qui a accepté de venir sur le plateau de Canal Presse. Elle est médecin, présidente de MEDCAM, un syndicat d'association des médecins qui a pignon sur rue. Docteur Ndom, je vais commencer peut-être Marie-Solange Ndom Ebonguer. Bonjour, bienvenue. Bonjour à tous. Je suis surtout conseiller médical de l'hôpital La Cantine de Douala et présidente d'une organisation professionnelle qui n'est pas un syndicat mais qui regroupe les médecins camerounais d'ici et d'ailleurs qui ont un but commun et la promotion du médecine de qualité au Cameroun. Vous êtes en activité ce week-end encore à travers votre formation MEDCAM. Non, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il y a la diaspora médicale qui justement renforce ce qui est fait sur le plan national en termes d'idées, en termes de formation. Et je pense que c'est plus de ça que vous parliez cette semaine. Conseillère médicale à l'hôpital La Quintini de Douala. Ça va nous permettre également d'éclairer la lanterne de nos téléspectateurs sur les prises en charge de ce côté-là et entre guillemets des malades dits séquestrés par votre hôpital. Deuxième invité sur ce plateau, un habitué, Hervé Emmanuel Comme, membre titulaire du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, homme multi-angulaire, multidimensionnel. Et on va bénéficier de son expertise comme tous les dimanches encore, ce dimanche. Bonjour, bienvenue. Merci, bonjour Bouba, bonjour aux millions de téléspectateurs de Canal 2 International. Bonjour docteur, c'est un plaisir d'être en face d'une femme combattante et compétente. Bonjour Jean-Robert. Et voilà, je suis à votre disposition. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Le troisième invité sur ce plateau, c'est bien sûr Jean-Robert Wafo, c'est au cadre du SDF. Jean-Robert, bonjour, bienvenue. Bonjour Bouba, bonjour à tous mes copanélistes ainsi qu'aux millions de téléspectateurs qui regardent cette émission à cet instant. Alors, on a lu votre sortie virulente sur l'enquête en cours sur la ligne 94, la ligne 65.
Et on vous rejoint finalement avec cette théorie du grand soir qui a commencé. Vous êtes un visionnaire finalement. Non, mais c'est pas si vous allez l'appeler ainsi. Vous savez, ça fait. C'est la théorie, le grand soir. Oui, mais le grand soir est là. Le grand soir est là. Le grand soir, c'est quoi? Il faut que les gens comprennent. C'est celle les premières minutes, les premières heures, les premiers jours de l'après-Bia. C'est ça le grand soir. Il faut que les Camerounais comprennent ce que c'est. Et ça fait près de 3 ans, j'avais émis ce concept. Les amis de Emmanuel Combe qui disaient, bon voilà, il n'y aura rien, tout sera dans la sérénité, tout sera calme. Mais aujourd'hui, quand on regarde les batailles sanglantes qu'il y a dans le sérail à travers les fuites de correspondance distillées dans les réseaux sociaux, on comprend très bien que ce grand soir sera terrible, sera extrêmement brutal et violent. Wow. Et ce qui, oui, ça, je le dis, monsieur Hervé Combe, aujourd'hui, tous les Camerounais donc me donnent raison. Cette théorie que j'ai mise sur la place publique, aucun Camerounais rationnel ne peut dire le contraire. Parce que, globalement, il y a des camps, il y a des clans qui guettent l'après-Bia. Ces camps sont connus. Ces camps sont connus. Et Hervé Combe les connaît très bien. Bon, comme il est dans tous les râteliers, bon. Oh. Mais je dis, ces camps sont connus. Et je dis, vous savez, je vais profiter également de cette occasion pour dire une chose. Quand le Cameroun a signé les accords militaires, les accords de coopération, a re-signé les accords de coopération militaire avec la Russie, j'ai dit sur un plateau, dans une chaîne concurrente, que j'espère qu'on ne va pas privatiser cet accord militaire. Très peu de gens ont compris ce que je disais. Parce que, M. Bouba, si le président de la République ne nettoie pas, puisque c'est lui qui nomme à tous les emplois civils et militaires, s'il ne nettoie pas avant de partir, j'ai peur qu'il y ait des sécessions dans ce pays. J'ai dit, j'ai peur qu'il y ait des sécessions dans ce pays. Les gens ont tellement accumulé. Je dis, les gens ont tellement accumulé. Vous avez parlé des lignes 65 et 94. Je rappelle que c'est un total sur 10 ans, puisqu'on a commandé un audit, on a prescrit un audit sur la période 2010-2021, donc ça fait 11 ans, c'est 5400 milliards de francs CFA. Au total. 5400 milliards de francs. Donc pratiquement l'équivalent du budget annuel actuel de ce pays. Mais ils ont mis l'argent où? Ils ont mis cet argent où? Parce que voyez-vous, M. Bouba, qui peut bien me dire les critères qui ont présidé, n'est-ce pas, à la mise à disposition de cet argent donc aux individus dans la ligne 94. Okay. Quels sont les critères qui ont... Pourquoi le ministre des Finances? Je ne parle pas de M. Motazé, je parle du ministre des Finances. Pourquoi le ministre des Finances ne publie pas la liste des bénéficiaires de cette ligne et la ligne 65? Ok, Jean-Robert. Où on vous fait comprendre qu'un fonctionnaire, qu'il y a des fonctionnaires et agents de l'État qui ont fait 400 à 600 jours de mission par an. Alors que le calendrier grégorien nous renseigne qu'une année à 365 jours. Monsieur Hervé Combe, vous avez mis tout cet argent où? Tes amis ont mis ça où? Ok, Jean-Robert, merci. Jean-Robert, merci. Peut-être juste une parenthèse, c'est pas la thématique. C'était une mise en bouche. J'ai toujours un plaisir de répondre à vos invitations parce que Canal Presse est l'une des émissions les plus sérieuses de notre paysage audiovisuel. Mais je ne savais pas que j'allais à un meeting du SDF, du moins dans sa partie radicalisée, avec le principal ministre des Aboyeurs. Donc je crois qu'il faut qu'on reste dans ce qui est sérieux. Jean-Robert Wafo se présente aujourd'hui comme Nostradamus. Il prévoit tout, mais il ne nous dit pas quelle va être la situation du SDF aujourd'hui, demain et après-demain. Donc bon, à chacun son grand soir. Lui, le sien a commencé. Le SDF est dans un état comateux très avancé. J'espère que le médecin prendra les conseils pour pouvoir au moins garantir la survie. Et vous savez, l'hôpital de la Quintina a un plateau technique extraordinaire. Il y a bien une place pour vous là. Merci. Troisième, quatrième invité, il représente le MRC, Max Wabo. Bonjour, bienvenue. Bonjour, M. Bouba. Bonjour à tous les copanélistes. Bonjour à mon grand frère, l'aîné, Hervé Emmanuel Combe. Bonjour également
à M. Jean-Robert Wafo. C'est un plaisir de le retrouver sur ce plateau avec sa théorie du grand soir. Bonjour également à la dame, bonjour à vos milliers de téléspectateurs. Docteur Ndom. Docteur Ndom. Enchanté de vous connaître. L'hôpital qui concerne. Médecin, femme de médecin. C'est un honneur d'être sur un plateau avec vous, madame. Sentez-vous honorée, madame. Merci à vous. Le MRC se porte bien depuis la déclaration de candidature du président qui déclare que le MRC ira prochaine consultation électorale. La question, je vous la pose, y a-t-il changement entre-temps, notamment en ce qui concerne le processus électoral? A-t-il été, le code électoral, autant pour moi, a-t-il été... Ils ont un élu, Jean-Michel Mithieu. Toiletté. La situation dans le Nozo, qui était quand même des préalables, Il vous une prise de position. Très bien. Écoutez, heureusement que vous avez vite de rectifier, parce que quand j'ai suivi au début, vous avez voulu dire que le professeur Maurice Kamto a dit qu'il devait être candidat, mais rapidement vous avez rectifié. Je tiens à vous rappeler que le professeur Maurice Kamto n'a pas dit qu'il était candidat à une élection présidentielle. Il a dit que le MRC ira aux élections. Nous sommes tous d'accord là. Parce qu'il y a un peu cette confusion. Bon, voilà. Le professeur Maurice Kamto, on sait très bien qu'en 2023, nous avons un congrès soulevé, disons comme ça. On décidera, des gens seront candidats, on saura qui est président, et le moment venu, le parti ne va pas forcément investir quelqu'un. Donc, rassurez-vous, le MRC se porte bien, donc il n'y a pas d'inquiétude. Maintenant, si vous voulez vous livrer à un exercice qui consiste à dire est-ce qu'il y a la fin de la guerre dans le Nozo, est-ce que les crises multiformes ont été arrêtées, eh bien, j'ai envie de vous répondre qu'un parti politique organise, adopte sa stratégie en fonction des événements. Donc, si aujourd'hui le MRC dit on va aller aux élections, eh bien, évidemment, le MRC a bel et bien sa raison. Le MRC adopte sa stratégie en fonction de l'évolution du temps. Wow. On revient... Mais et en plus, moi, j'aimerais dire une chose, monsieur Bouba. Mais pourquoi les gens ont tant peur de la candidature de Maurice Kamto à la présidentielle? Mais monsieur Evecom, vous avez 71%, vous avez déclaré 72, que c'est 60, même c'est 75. Oui. Et à la présidentielle, le professeur Maurice Kamto a eu 14%. Pourquoi sa candidature vous hante? On n'a pas peur de Maurice Kamto. On veut simplement le strict respect de la loi au Cameroun, M. Wafo. Ça paraît être du chinois quand je le dis. Nous sommes dans un état de droit et dans une république. Vous ne pouvez pas, à la faveur de vos acrobaties, vos fantaisies, imposer les yo-yo à la république. Moi, je n'ai pas peur de la candidature de Maurice Kamto. J'espère que vous irez jusqu'au bout de votre logique actuelle, vous les radicalisez du SDF et que votre élu soutiendra cette candidature. Je dis, il vous hante. Et c'est vraiment dommage. Il nous hante pas du tout. Jean-Robert, je ne sais pas pourquoi vous... J'étais à Baham hier, dans une cérémonie extraordinaire. Et c'est pas lui qui l'avait organisé. Il y a un représentant mandaté par le MRC sur ce plan. Je ne sais pas si le MRC fait partie de la République, c'est tout à fait normal. Ils ont fait une opération fusion-acquisition. Alors, je voudrais dire que ouais, je suis très heureux lorsque je vois que mon ami Jean-Robert Wafo, l'aîné, peut justement... non, il ne faut pas critiquer, il ne faut pas lui en vouloir. C'est une démarche logique. Vous comprenez? Wow. Ce qui est bien peut être connu de tous et peut être évoqué par n'importe qui, même par le RDPC, pourquoi pas? Maintenant, que le professeur Maurice Kamto fasse peur, oui, parce que le professeur Maurice Kamto, c'est celui qui, à l'heure actuelle, est capable d'arriver au bout du régime de Yaoundé. Et ça, il a la détermination. Et je crois justement que c'est ce qui justement fait peur. Qu'est-ce qui vous autorise à faire ce genre de proclamation? Ok, d'accord. Nous observons la scène. Vous n'avez aucun élu. Vous êtes un parti confidentiel. Très bien. J'aime bien entendre ça. Oui, c'est un discours que je comprends. Je vous en prie. Quelqu'un m'a dit aujourd'hui sur un plateau de télé que nous sommes un parti fictif. Mais je lui ai dit, nous sommes un parti fictif. Non, écoutez, nous sommes un parti fictif. Pourquoi vous intéressez au parti fictif? Nous nous intéressons à l'ordre public. Ok, d'accord, cher monsieur. Merci. S'il vous plaît, on trouvera le respect de la loi. On trouvera une occasion pour mettre sur la table cette thématique pour l'heure. Nous n'en sommes pas encore là, merci cher monsieur, mais on sort avec vous par le sport, les nouvelles du sport. L'actualité était riche en sport cette semaine, Ballon d'Or par-ci, organisation par la fédération, mais l'actualité, c'est également le renouvellement au sein des associations sportives, des fédérations, avec notamment le Messager qui a titré à sa une les 4 présidents, meilleurs présidents des 10 dernières années.
On voit bien à la une Ia Mohamed, l'ancien président de la FECAFOOT, Majoré Timba, l'ancien président de la FECA Volley, il y a Bernard Claude Messi, mais il y a surtout Ange Douala Sama. Alors pour vous, vous croyez que ces 4 personnalités ont vraiment marqué leur temps? Il y a eu une réaction également en fin de semaine, une autre distinction des présidents des ligues décentralisées qui ont donc à l'unanimité décerné le titre de meilleur président à Samuel Eto'o. Écoutez, incontestablement, plusieurs Camerounais veulent s'organiser en agence de notation du travail des uns des autres. Ce n'est pas une mauvaise idée, sauf que c'est instrumentalisé à des fins politiciennes et parfois juste pour discréditer les autres. Les personnalités que vous avez citées ont marqué le sport au Cameroun, y compris à Mohamed. Il a gagné des Coupes d'Afrique des Nations. Quelle que soit sa situation judiciaire actuellement, on ne peut pas lui refuser cela. C'est comme si vous disiez que Bidoumpat est un très grand ministre du sport. On va vous dire oui. Il a gagné combien? Trois Coupes d'Afrique des Nations. Donc, quant à ce que Ange Sama est un garçon magnifique, il a la jeunesse avec lui et il a beaucoup d'imagination. Vous savez, dans notre ville de Douala actuellement, on court un marathon. Ça, ce sont les résultats des réflexions d'Ange Sama. Donc, je pense que les uns et les autres méritent. Quant à Samuel Eto'o, il a l'avenir avec lui et il est bien parti. Ses premiers pas marquent qu'il sera un très grand président. Et attendons, à tous ceux qui veulent lui donner des distinctions, il en a eu. D'abord, en tant que sportif, il est le plus médaillé de tout ce qu'on peut citer. Et maintenant, il a son temps. Donc, il faut simplement le soutenir, ne pas le perturber avec des querelles des églises de réveil des milieux politiques des Yaoundé. Louis, c'est que ces présidents qui ont marqué leur temps se rendent compte qu'actuellement, le système électoral au sein de cette fédération ça, c'est une autre chose. Verrouillé, empêchant à ces présidents de ça, c'est un autre débat. La plupart d'entre eux avaient aussi verrouillé pour empêcher d'autres d'arriver. Je ne suis pas un qui, malheureusement, n'est pas là pour me répondre, il n'a pas la liberté que j'ai. Mais, bon, c'est quelque chose qu'il faut regretter, c'est-à-dire le renouvellement à la tête des fédérations sportives est quelque chose qui devait répondre au respect de la loi. Et c'est pour ça que le ministère, l'État a une responsabilité déverrouiller les statuts des fédérations sportives qui sont contraires aux règles de l'olympisme et veiller à ce que ce soit le résultat des adhérents dans un système électoral transparent et juste. Donc je crois que c'est un débat qu'on ne peut pas évacuer comme ça. Mais on ne peut pas empêcher Ange Sama d'être candidat, puisqu'il s'agit partiellement de lui. Parce que lui, d'abord, il n'a aucun problème avec la loi. Il a un casier judiciaire clair. Il y en a qui ont des casiers judiciaires rétro-verso. Il a le résultat avec lui. Donc, moi, je pense que on ne peut pas arrêter la tempête avec la main, avec la paume de la main. Et si Ange Sama est candidat, eh bien, laissez les athlètes, les fédérations jouer leur rôle. Vous comprenez? Et je vais participer à ça parce que j'ai beaucoup d'amitié et sympathie pour ce garçon. Merci, cher monsieur. On va prendre une courte pause qui va nous conduire à la revue de la presse. Une revue de la presse de traitement de l'actualité avec nos confrères de cette semaine à travers cette revue que signe Titi Freeman. Bonjour à tous. Le mandat d'amener contre Ferdinand Ngongo, secrétaire général à la présidence de la République, a fait les choux gras de la presse cette semaine. Le sujet est considéré comme une cassure profonde au sommet de l'État par le tri-hebdomadaire Repère. Pour le journal, le pouvoir judiciaire est déterminé à phagocyter l'exécutif à travers des manœuvres bien huilées. Une bataille de fin de mandat, titre Info Plus. L'hebdomadaire voit en ce qu'il qualifie d'affrontement à distance entre le contrôle supérieur de l'État et la justice de l'État les dégâts que les luttes d'après Paul Biya vont générer. Mais pour l'heure, le maître du temps, selon l'Indépendant,
ne s'est pas encore prononcé sur cette obstruction délibérée de la procédure judiciaire, annoncée depuis le rapport accablant de la Chambre des comptes au Conseil sur la gestion des 180 milliards alloués à la riposte contre la pandémie de Covid-19. Le tabloïd pose la question de savoir en quoi l'audition d'un secrétaire général à la présidence de la République peut consacrer une crise institutionnelle ou provoquer une insurrection. Un vent de panique soufflerait alors dans le pays de Paul Biya, d'après la diaspora camerounaise, relayée par l'avocat Hebdo. Dans ses colonnes, le journal fait l'analyse de ce bluff en débat. Loin d'être un bluff, le caisson de l'extension du port en eau profonde de Kribi est une réalité. Confirmation faite par le journal L'Élite. Une porte ouverte sur l'émergence d'après Cameroun Tribune. Le quotidien à capitaux publics précise que lors de la cérémonie de mise en eau du premier caisson de quai dédié à la phase 2, mercredi dernier, le ministre des Transports a réitéré les ambitions du gouvernement de faire du complexe industrialo-portuaire de la cité balnéaire du département de l'Océan un accélérateur de développement. Un développement dont a également besoin l'exploitation minière artisanale, à l'origine de plus de 200 morts dans l'Est Cameroun, nous rapporte Repère. Le tri-hebdomadaire renseigne que selon la plateforme Forêt et Développement Rural, le mercure serait la cause de nombreuses pathologies auxquelles sont exposés les miniers, notamment le cancer, le paludisme, les douleurs musculaires et les avortements. Cette menace sur la santé des orpailleurs est censée interpeller les ministres des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, de la Santé publique, du Travail et de la Sécurité sociale, d'après le journal L'Économie. Et rebelote en Guinée équatoriale, où des Camerounais ont été une fois de plus et une fois de trop, pour mutation, expulsés du pays frontalier. Au journal Émergence de voir en cet acte une chasse aux Camerounais mise à la porte de ce pays voisin. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de cette semaine. Bon dimanche et à dimanche. Dimanche prochain, s'il plaît à Dieu, on va embrayer avec la première consacrée à ce programme. On parle des Camerounais expulsés, chassés de la Guinée équatoriale, une véritable chasse à l'homme cette semaine. Au cours de cette actualité, le gouvernement équato-guinéen qui a décidé de chasser, entre guillemets, de son territoire toutes les personnes n'étant pas en situation régulière. Avant de prendre cette actualité, on va rendre un dernier hommage à ce haut commis de l'État qui a été donc inhumé dans son village natal cette semaine. Ancien ministre d'État, sénateur également au moment où il rendait l'âme, Dakole Dey Salam, l'ancien désormais ex-ministre d'État, a tiré sa révérence. Ses obsèques officielles ont eu lieu cette semaine. Je vous prie de suivre cet élément que nous proposent Serge Zébou et Janice Kanka. En ce moment, sa dépouille fait route vers son village natal, Goundaï, dans le Mayo-Kani, région de l'extrême nord. Dakole Dey Salam, une vie dédiée au service de la nation jusqu'au Sénat, dernière haute fonction qu'il a occupée jusqu'à sa mort le 9 août 2022. Les parlementaires lui rendent un dernier hommage. À travers des témoignages poignants, il s'incline devant la mémoire de l'illustre homme qui aura marqué son temps. Dans ces derniers jours, et malgré la maladie, il répondait présent au Sénat où il occupait le poste de secrétaire, mais aussi aux travaux de la Commission de la Défense et de la Sécurité. Hommage mérité donc pour cette figure emblématique de la scène politique camerounaise qui rentre ainsi dans les annales. Un office religieux a lieu ce soir jusqu'à l'aube dans son village natal. Il sera inhumé demain lorsqu'il sera 11h environ. On en vient à cet élément donc, qui va nous conduire à la première thématique de ce débat. Rebelote du côté de la Guinée équatoriale, des Camerounais une fois de plus.
De trop ont été expulsés du territoire équato-guinéen. On suit ce reportage et on se retrouve juste derrière. L'histoire se répète. Des Camerounais de nouveau chassés de la Guinée équatoriale. Motif brandi, sans papier. Deux pays qui partagent pourtant les mêmes langues, la même culture et une frontière commune, mais peinent à vivre ensemble. L'intégration dans la sous-région Afrique centrale mise à mal, une image de xénophobie dévoilée. C'est ainsi que cet internationaliste perçoit cette situation. L'État au plus haut niveau appelé à frapper du poing sur la table. Quoique le président Biya a rencontré le président Obiangema plus de 2 fois pour résoudre ce problème. Et cela pose le problème de l'intégration. On a comme la crise de l'intégration sous-régionale. Il faudra punir la Guinée équatoriale parce qu'il y a ce qu'on appelle en relation internationale la politique du 2 ronds. C'est-à-dire que c'est livrer les tomates, nos vivres. Mais que faut-il faire pour sortir de cette désolidarisation? À cette question, l'expert propose des solutions à plusieurs niveaux. Intervention d'urgence sur le plan de la stratégie des relations internationales, renforcer la solidarité, accepter la démocratie. Au niveau stratégique des relations internationales, il faut qu'on définisse une véritable coopération. Au niveau de la solidarité, il faut qu'ils acceptent que ce n'est que l'intégration est un pôle de puissance. C'est ensemble, l'union fait la force, que nous pouvons avancer sur le plan économique, sur le plan régional, pour que nous ayons peut-être un socle économique pour nous développer. Des pistes qui, si explorées, pourraient faire monter d'un ou plusieurs crans le pôle de puissance de la sous-région à l'international. On a les possibilités de nous développer, de produire par exemple notre gaz, de produire notre pétrole, nos aliments, nos vivres, et que finalement on ne soit pas totalement dépendant de l'Europe, même si on ne peut pas vivre en vase clos. C'est un expert en la matière qui le dit. C'est faisable de son point de vue. Il suffit de s'accepter les uns les autres. Mars, comment est-ce que vous avez accueilli cette actualité des Camerounais chassés, pourchassés comme des bandits, expulsés du territoire équato-guinéen au prétexte d'une vaste opération lancée sur l'ensemble du territoire équato-guinéen et des personnes en situation irrégulière? En réalité, quand j'ai suivi cet événement, je me suis senti mal. Je me suis senti mal parce que c'est une attitude récurrente de la part de la Guinée équatoriale. Mais en réalité, pour moi, ça peut être interprété comme la mauvaise diplomatie camerounaise. Je peux le voir sur cet angle. Parce qu'en réalité, comment dirais-je, la Guinée équatoriale fait partie justement du bloc CEMAC. Et dans le bloc CEMAC, effectivement, on prône la libre circulation des personnes et des biens. Je ne peux donc pas comprendre que la Guinée équatoriale, qui a délibérément signé ces différents textes de la zone CEMAC, opte aujourd'hui de se comporter comme un État voyou. Excusez-moi l'expression. La Guinée se comporte comme un État voyou parce que, du point de vue du Cameroun, le Cameroun semble être patient. Bien évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'il faille justement répondre à la violence pour la violence. Le Cameroun a quand même au moins cette particularité d'être quand même un pays en diplomatie parfois un peu réservé. Ce n'est non plus une affaire de force, ou bien une affaire d'arrogance, ou bien une affaire de démonstration de puissance. Parce qu'effectivement, s'il fallait parler en termes de démonstration de puissance, il n'y a pas forcément, en prenant en compte certains leviers, la Guinée équatoriale ne peut pas justement inquiéter le Cameroun. Le Cameroun a des leviers sur lesquels, si on actionne, on bloque carrément la Guinée équatoriale. Mais nous ne voulons pas en arriver là. Le Cameroun a pour mission, si vous voulez, l'État camerounais a pour mission de protéger ses citoyens tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les Camerounais doivent se sentir en sécurité. Il n'est donc anormal que les Camerounais qui se trouvent du côté de la Guinée équatoriale ne se sentent pas protégés. Et la charge donc, et là maintenant on peut questionner le ministre en charge d'une telle situation, le ministre des Relations extérieures à travers ses ambassades et bien d'autres. Il est donc bon que le Cameroun accélère sa diplomatie au niveau de la Guinée équatoriale. Parce qu'on a aussi le sentiment que la Guinée équatoriale ne doit pas penser qu'elle peut se lever un matin, prendre des Camerounais, confisquer les biens et leur dire « rentrez chez vous ». Quand j'entends que le gouvernement camerounais a pris des dispositions pour qu'on rapatrie justement ces Camerounais-là, je pose la question, est-ce que c'est effectivement ce qu'on devrait faire?
Il ne faudrait pas justement que le Cameroun se comporte comme un État qui doit subir. Je dis non. Si c'était une fois, on aurait peut-être pu comprendre qu'il y a quelque chose qui bloque. Mais c'est devenu récurrent. Alors, est-ce qu'on doit laisser croire à la Guinée équatoriale que vous pouvez malmener, vous pouvez agir sur les citoyens camerounais sans justement être inquiétés? Non. Alors, nous pensons justement que le gouvernement camerounais doit accélérer sa diplomatie, doit prendre le taureau par les cornes, parce que le gouvernement camerounais a pour mission de protéger les Camerounais tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Alors, Dr Job, vous êtes médecin, c'est vrai que c'est de la diplomatie internationale, mais sur le plan de l'intégration sous-régionale, de manière générale, on se rend compte que la CEDEAO, notamment en Afrique de l'Ouest, ça fonctionne. Normalement, on peut quitter d'un pays à un autre, circulation de personnes et de biens, il n'y a aucun problème. Pourquoi est-ce que dans la sous-région, CEMAC, on tarde à imiter le bon exemple? Qu'est-ce qui peut justifier cette lenteur? Je pense qu'il doit avoir un effet culturel, un effet social, parce que vous voyez, dans certaines régions, peut-être la solidarité est un peu plus forte que l'autre. Mais je pense que le message essentiel pour ma part, c'est de savoir que c'est ensemble que la zone CEMAC, c'est ensemble que l'Afrique centrale va pouvoir se développer. C'est ensemble même que toute l'Afrique va pouvoir se développer et qu'il faudrait plutôt voir comment mutualiser nos biens, comment mutualiser nos efforts pour qu'ensemble nous puissions tendre à cet idéal. Parce qu'à chaque fois qu'on va se comporter comme des pays rivaux, comme des pays concurrents, je pense qu'il y aura déperdition d'énergie, déconcentration, alors que nous avons des chantiers communs par rapport sur le plan sanitaire. Nous partageons les mêmes frontières, donc nous partageons les mêmes maladies. Sur le plan économique, sur le plan culturel, nous avons également des points communs. Mais donc pour moi, effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas encouragé, mais je pense que nos différents gouvernements devraient plutôt réfléchir à voir ensemble. Et je pense que ce sera la seule voie de succès pour nos différents pays africains, de vraiment travailler main dans la main, non pas comme un slogan politique, mais plutôt comme une réalité qui permet de pouvoir faire plus grand, plus loin et plus fort. Jean-Robert Boifou, il y a eu une réaction du gouvernement à la suite de cet acte posé par le gouvernement équato-guinéen. Le gouvernement camerounais a donc, à travers son ambassadeur en Guinée équatoriale, a donc saisi les Camerounais qui désirent d'être rapatriés, rapatriement volontaire. Le gouvernement a mis à disposition un avion, un processus de rapatriement pour ceux qui désirent effectivement, il y a un avion qui partira du Cameroun demain pour la Guinée équatoriale, pour ceux qui désirent revenir, c'est un fait d'actualité. Mais vous, à travers votre sortie cette semaine, vous avez estimé que c'était de la poudre aux yeux et que c'était une incompétence notoire du gouvernement camerounais qui n'assume pas ses responsabilités. Monsieur Bouba, je vais vous dire une chose. Une diplomatie qui ne protège pas ses ressortissants et qui ne défend pas leurs intérêts insulte la dignité et la souveraineté de son peuple. Il faut que ce soit clair. J'ai lu la réaction, n'est-ce pas, du consul du Cameroun à Bata. Une réaction, un communiqué ridicule. J'ai dit ridicule. Il aurait mieux fait de se taire. Aucune condamnation dans ce communiqué. Donnez-moi une phrase, citez-moi une phrase de ce communiqué qui condamne aucune. C'est quand même incroyable. Et du côté camerounais, on n'a même pas appelé le consul de Guinée ici au Cameroun ou alors l'ambassadeur de Guinée pour lui demander des explications. À défaut, n'est-ce pas, d'appliquer le principe de réciprocité, on aurait pu tout au moins convoquer le consul ou l'ambassadeur. On ne l'a pas fait du tout. Mais finalement, ça devient quoi? Ça devient finalement quoi? Le Cameroun était devenu la risée de l'Afrique centrale alors que nous avons tous les moyens pour être la locomotive, pour impulser l'Afrique centrale. On reste, on ne dit rien.
la petite Guinée d'hier, la Guinée d'hier. Mais je veux faire un parallèle. Je me souviens qu'au début des années 80, ma père avait eu un match union de Douala contre FC 105 de Libreville. L'Union de Douala est allée jouer donc à Libreville, les Camerounais. Donc les Gabonais ont attaqué les Camerounais là-bas. Le président Idjo a immédiatement réagi. Il a envoyé les C-130 là-bas, rapatrier les Camerounais. Il a fermé la frontière avec le Gabon. Pour dire, ok, comme vous agissez ainsi, mesure de rétorsion. Mais qu'est-ce que nous attendons aussi? Mais qu'est-ce que nous attendons? Mais, monsieur Bouba, j'ai reçu des dizaines de coups de fil de compatriotes à Bata et à Malabo. Ils sont en train de vivre un drame insoutenable. Donc, ont perdu leur commerce. Les familles ont été expulsées de leur maison. Elles dorment à la belle étoile. Et pendant ce temps, nos gens ici au Cameroun sont dans leur salon feutré en train de boire du pétrus et de rester tranquilles. Est-ce que c'est normal? Non, nous avons dit. Moi, je dis, le consul du Cameroun à Bata. Moi, je trouve que c'est un incompétent. Je n'aime pas trop qualifier les gens. Mais en même temps, je n'ai pas vocation à donner des baisseuses à ceux qui font mal leur boulot. Même pas condamné dans son communiqué. Et la moindre condamnation. Mais le consul a une hiérarchie, non? Mais écoutez, c'est lui qui représente le CAC. Donc le Cameroun là-bas, c'est lui qui doit d'abord agir. Bon, même s'il n'agit pas, vous avez raison d'interpeller. La hiérarchie, c'est la raison pour laquelle... l'accord de sa hiérarchie au préalable. J'ai parlé de la hiérarchie en disant qu'on aurait pu quand même convoquer le consul, n'est-ce pas, de Guinée équatoriale au Cameroun. Bon, je ne sais pas combien ils sont, parce qu'il n'y a pas fait. Ou alors, tout au moins, l'ambassadeur pour lui demander des explications. On ne l'a pas fait. Qui convoque? Ce n'est pas le consul du Cameroun à Bata, c'est le ministre des Relations extérieures, dont j'ai bien indiqué sa part de responsabilité. Non, je veux dire, hein, non, vraiment, si les gens sont incapables donc d'occuper des postes, le président de la République doit tirer les conséquences. Il doit tirer les conséquences. Mais, et je vais chuter en parlant, n'est-ce pas, de ce que, puisque j'ai fait un post sur Facebook, j'ai parlé des panafricains. Ces panafricains qui sont prompts, n'est-ce pas, à accuser les pays occidentaux, notamment la France, en disant qu'elle est responsable, donc qu'ils sont responsables de nos tas, donc de nos maux, de nos tas et retards, que justement ils se sont tus. Ils se sont tus. Pourquoi ils sont tus? Je les ai interpellés. Au point de dire, bon, ok, est-ce que cette bande d'idiots inutiles là gagnerait à se taire? C'est pas possible. Vous avez pris le cas de l'Afrique de l'Ouest. Vous circulez juste avant votre carte d'identité. C'est vrai que vous devez avoir, si vous voulez rester là-bas, vous devez avoir un titre de séjour et tout ça. Mais au moins, on n'observe pas cette barbarie, ne soit du côté de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a une absence de volonté politique de nos dirigeants de la CEMAC. Il y a ce petit orgueil d'un pays comme la Guinée équatoriale qui pense que parce que le pétrole est donc arrivé là-bas, alors il se doit donc de minimiser, je veux dire quoi, donc de mépriser tous ses voisins. Mais ce qui est curieux, c'est quoi? C'est que on ne nous dit jamais que on a expulsé les ressortissants gabonais, les ressortissants congolais ou centrafricains, c'est toujours les ressortissants camerounais. C'est lieu ici pour moi de poser la question sur le laxisme des autorités camerounaises. Pourquoi on ne réagit pas? Est-ce que je veux faire un parallèle? Vous avez posé aussi la question, parce que tout à l'heure vous dites si bien que pourquoi on ne parle pas des ressortissants gabonais, des ressortissants congolais, c'est toujours le Cameroun. Est-ce que les Camerounais eux-mêmes n'ont pas leur part de responsabilité dans ce qui arrive dans ce pays, à travers leur façon de faire, leur façon d'être dans ce pays frère et ami voisin?
Mais vous voulez dire qu'il n'y a que des Camerounais. Je pose juste la question, mais je ne fais pas l'affirmation. Je réponds également. Donc vous voulez dire qu'il n'y a que des Camerounais qui ont des comportements que vous qualifiez de bizarres là-bas? Non, il y a un autre problème. Et je vais cracher le morceau ici. Le problème, c'est quoi? Il y a des réseaux. J'ai dit à l'entame de l'émission que les gens ne préparent le grand soir. Il y a des réseaux qui n'aimeraient pas, c'est-à-dire que, comment je peux dire, déranger la Guinée équatoriale. Parce que j'ai dit ici, il y en a qui préparent la sécession. Et pour faire une sécession, il faut avoir une base arrière solide. Est-ce que la Guinée équatoriale ne sera pas la base arrière de certains réseaux qui préparent le grand soir ou... C'est des choses, il est difficile de donner du tort, M. Hervé Com, à ceux qui pensent ainsi, parce que le silence coupable des autorités camerounaises ne s'explique pas. Pas du tout. Alors, la petite Guinée équatoriale, 28 000 km, c'est ça? Et le Cameroun, 475 000. Douala 5e est plus peuplé que la Guinée équatoriale. Voilà. Le Gabon réunit bon. Vraiment, comment? Attends, mais monsieur, comment? Ok, d'accord. Hervé, Emmanuel Combe, est-ce que là, nous sommes face à un problème purement diplomatique ou un problème de gouvernance? Parce que Jean-Robert Ouafo semble indexé, pointé du doigt, un problème de gouvernance au Cameroun et qui se répercute à travers ses compatriotes en Guinée équatoriale. Non, je partage l'agacement de Jean-Robert, tous les panélistes, Marc et le docteur Ndom, sur la situation de nos compatriotes dans certains espaces, surtout en Guinée équatoriale. Nous sommes dans le cadre d'une loi, d'un accord, d'un traité, pacta sous servanda, et la Guinée me paraît être un État qui ne respecte pas ses engagements sur le plan du droit international. La libre circulation des biens des personnes est établie, et puis je crois qu'elle a un comportement qui est à la limite inacceptable. Je n'utilisais pas le vocabulaire musclé de Jean-Robert. Laissez-moi vous rappeler quelques souvenirs télégraphiquement, parce que j'ai l'âge pour le faire. Il y a 25 ans, 30 ans, Jean-Robert doit être au courant. C'est l'État du Cameroun qui paye les fonctionnaires en Guinée. Tout à fait. On faisait leur salaire à Yaoundé, comme l'État du Cameroun payait les fonctionnaires au Tchad, en Centrafrique. Il y a 25 ans, les Équateurs guinéens étaient tous dans les métiers de boy, de domestique, au Cameroun et à Libreville. Vous comprenez? Je ne sais pas s'il y a eu une ivresse à trouver quelques barils de pétrole. Je crois qu'il faut qu'ils se calment. Et il y a des faits qui relèvent d'une forme d'administration des étrangers qui sont totalement inacceptables. C'est vrai que la semaine dernière, on a trouvé un Camerounais qui a été égorgé dans la prison, dans sa cellule. Parce qu'on lui reprocherait qu'il aurait volé chez la première dame. Mais quand vous êtes prisonnier et que vous êtes entre les mains de la justice, vous devez être en sécurité. Donc là, il y a des façons de faire moyenâgeuses et qui sont totalement inacceptables. Mais moi, je vais étendre un peu le débat. Vous êtes au courant qu'il y a quelques jours, l'homme le plus riche d'Afrique francophone, et surtout l'homme le plus riche d'Afrique centrale, c'est-à-dire Madampolo, se fait complètement braquer par un État beaucoup plus loin qui prétend être la première économie et qui sort d'un Moyen-Âge où c'était plutôt les Noirs qui subissaient les Blancs. C'est-à-dire que pour une affaire de transactions bancaires, on manifeste une xénophobie au sommet de l'État et on veut s'accaparer de tous ces avoirs en Afrique du Sud, une vingtaine d'immeubles de tours, n'est-ce pas, des infrastructures sanitaires, et pour un malentendu bancaire, c'est-à-dire qu'il avait contacté un emprunt auprès de la First Bank sud-africaine pour un immeuble, on lui prend, pour un immeuble de 22 milliards, on lui prend quelque chose qui est équivalent à 500 milliards. Et avec une xénophobie inacceptable. C'est-à-dire qu'on découvre que le président sud-africain, qui est le beau-frère du président de la CAF, elle lui-même parle des passe-passe, et là c'est le banquier qui parle, actionnaire des entreprises concurrentes à celles de l'homme d'affaires camerounais. Il est actionnaire à MTN, vous ne voulez pas qu'on parle de... En fait, il ne fait pas la publicité. Actionnaire à Chococam, et j'en parle parce qu'il y a un retour de bâton. Jean-Robert, tu penses que l'État ne fait rien? Eh bien, les avocats très pertinents, talentueux de l'homme d'affaires ont saisi le tribunal de grande instance du Bouri pour saisir les avoirs aussi
de l'État sud-africain, c'est ce gang-là qui est en fait xénophobe, pour saisir leurs avoirs dans les entreprises, dans les dépôts, dans les banques camerounaises, et ces avoirs, malheureusement, sont équivalents seulement à 373 milliards de francs. Donc, nous sommes devant une situation très importante et dangereuse à se poser la question, et là je rejoins Jean-Robert, à tous les aboyeurs du panafricanisme, où sont-ils? C'est-à-dire que si entre nous maintenant, ce n'est pas en Méditerranée que ça se passe. Hein. Je rappelle que moi j'ai vécu 35 ans en Europe, on ne peut pas me soupçonner d'être anti-français. Mais je crois que les Français ne feraient pas ce qu'on est en train de faire au groupe d'Ampulo en Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud qui va avoir un siège de membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. On ne le ferait pas au Nigeria, qui est, à mon avis, la première économie et le pays le plus peuplé. Et donc, c'est une question de gangs qui prennent le contrôle dans certains États, et quand ils peuvent, ils réalisent des hold-up. Et quand ça arrive sur le Cameroun, nous avons le droit de dire non, on ne peut pas accepter cela. Donc, je crois qu'il faut qu'on en parle. Quant au gouvernement, je ne suis pas sûr. Jean-Robert a un statut d'homme libre, même comme il a été ministre de l'Information du SDF. Il peut parler comme il parle. Mais l'État ne peut pas mettre sur la table des actions souterraines, parce que la diplomatie est souterraine, pour protéger les Camerounais. Et je vous dis, là on nous montre le spectacle, et Jean-Robert a raison, à l'époque, le président Hidjo avait envoyé l'armée de l'air pour amener les Camerounais. Vous n'allez pas demander aujourd'hui qu'on envoie le BIR pour amener les Camerounais. D'accord? Ça veut dire que ça ne sert à rien de créer la CEMAC, ça veut dire qu'on n'est plus dans l'intégration, mais il faut que vous, les communicateurs, et c'est pour ça que je suis heureux que tu nous permettes d'en parler aujourd'hui, vous rendez sur la table et à l'information de l'opinion nationale et internationale la maltraitance que nos compatriotes peuvent subir dans certains États qui s'éloignent du minimum de respect des droits des gens, du respect même du droit à la propriété. Vous avez un État comme l'Afrique du Sud, où les dirigeants, Ramaphosa, a fait fortune, quand ils ont renversé les Blancs, ils ont fait main basse. Maintenant, il veut faire main basse sur la fortune d'un autre Africain qui est venu investir sur place. C'est totalement inacceptable. Alors, Marx, outre cette xénophobie, il y a quand même la question, la sécurisation des biens de ces compatriotes-là, qui soient disséminés, que ce soit en Afrique du Sud, en Guinée équatoriale, en Afrique, un peu partout. Même en Centrafrique. Au Tchad, là. Quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour sécuriser ces Camerounais-là à travers leur investissement à l'extérieur? C'est une belle question, M. Bouba. Effectivement, on doit interroger quelle est la politique mise sur pied par le gouvernement, par l'État de Cameroun, pour protéger justement ces citoyens à l'intérieur, tant au niveau des personnes qu'au niveau des biens. Je disais tantôt que si justement le phénomène, je vous vois citer plusieurs pays africains, si le phénomène devient un peu récurrent dans certains pays vis-à-vis des ressortissants camerounais, eh bien, je suis dans le droit de penser justement que je n'ai pas eu tort de dire au début qu'il y avait une mauvaise politique ou bien une mauvaise diplomatie camerounaise. J'aurais bien voulu croire, parce que lorsque j'ai tenté de le dire en début, j'ai vu le grand frère Hervé qui semblait justement faire un pincement pour dire « je ne suis pas d'accord ». Mais lui-même, il vient de citer encore d'autres pays. Et je dis que si le phénomène commence à aller de pays en pays, ça veut dire qu'il y a aussi un problème. Et je pense effectivement que peut-être lorsque ces chefs d'État africains se réunissent, j'ai le sentiment que peut-être le Cameroun ne pèse pas très fort là-bas. Excuse-moi, Max, mais lorsque les Occidentaux ont saisi les avoirs russes dans les banques, la Russie est nucléaire, c'est une grande puissance. Ce que tu dis est exact. Mais ce n'est pas une question que le Cameroun ne réagisse pas. Oui, c'est simplement un pan de comportement de certains États voyous par rapport aux étrangers qui sont chez eux. Ce que l'Afrique du Sud fait n'est pas différent de ce que les Américains et l'OTAN ont fait sur les avoirs russes, mais c'est pire. Parce que là, c'est le travail d'un homme, d'un groupe, et qui a réussi et qui n'améliore rien. Et c'était dans une affaire, tu es financier, pour le remboursement d'une dette de 22 milliards et où il n'y a eu aucun retard malgré le Covid pendant 2 ans. Et il a suffi que la banque change de dirigeant et on découvre que ces dirigeants ont un lien avec l'État sud-africain et l'État ne veut rien faire. Or, qu'est-ce qu'on fait? Je suis d'accord avec Jean-Robert. Le principe de la réciprocité, c'est que notre appareil judiciaire détecte les avoirs de l'État sud-africain et qu'il les congèle jusqu'au règlement de ce problème. Ah oui, merci. Parce que là, effectivement, j'allais justement arriver à ce niveau. Voilà. Je dis,
j'ai dit au départ, le phénomène devient récurrent. Vous comprenez? Et pour la Guinée équatoriale, je crois qu'il y a même une volonté, j'aurais même pu dire une jalousie, mais je me réserve de le dire. Il y a même une arrogance, peut-être il y a même une volonté de vouloir montrer que nous sommes une puissance. Mais je dis encore non. Il y a des leviers sur lesquels, si on veut actionner, je vous assure que dès le lendemain, la Guinée équatoriale commence à subir. On peut les affamer. Et je dis donc que, si on arrive donc... Pourquoi on le fait pas? Je vous en prie. Si donc, parce que vous savez, je vais vous dire, la diplomatie se veut parfois intelligente et sage. Je peux vous tenir un discours en disant, je prône à l'apaisement. Ça, c'est le discours que je peux tenir de manière officielle. Mais derrière, je vous dis actionner les leviers forts. Je dis donc que nous ne voulons pas être au XXIe siècle un État barbare, un pays barbare. C'est pourquoi je dis, nous prenons encore la diplomatie. Mais il faudrait que le ton soit ferme, dur, vis-à-vis de la Guinée équatoriale. Le gouvernement camerounais, l'État du Cameroun, devrait quand même déjà prendre un communiqué. À défaut, justement, parce qu'on peut justement faire un communiqué en étant très dur, en évoquant justement peut-être le principe de la réciprocité, en leur disant effectivement, si au bout d'un certain délai, vous ne mettez pas fin à ce phénomène, on n'aurait pas d'autre choix que de procéder de la même manière. Vous savez, je suis de ceux qui pensent que la meilleure façon de faire changer les gens, c'est de leur faire voir tels qu'ils sont. Si devant une attitude de violence, vous passez justement le temps à garder votre silence, je dis, il y a de fortes chances qu'à un moment donné, on vous avale. Donc il faudrait que la Guinée équatoriale fasse très attention. Et l'Afrique du Sud? Parce que que la Guinée équatoriale fasse très attention, parce qu'il faut bien qu'ils sachent que si nous avons justement un gouvernement amorphe, un gouvernement qui dort, il faudrait qu'ils sachent que le peuple camerounais ne dort pas. S'il continue dans cette voie, on n'aura pas d'autre choix d'amener le peuple camerounais à prendre ses responsabilités. Et prendre ses faisant comment? On peut bien. Envahir la Guinée équatoriale. Je vous ai dit que je tenais. Arrête. Non, je vous ai dit. Non, je vous ai dit que je tenais un langage de paix. Vous comprenez? Tout en invitant le gouvernement camerounais à prendre ses responsabilités. En disant, si vous ne prenez pas vos responsabilités, le peuple camerounais ne va pas continuer à regarder leurs semblables, leurs frères à l'extérieur, être en train de subir. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, oui. Max, je vais dire une chose. Je salue le calme du peuple camerounais, la maturité du peuple camerounais. Et je les exhorte à rester dans cette attitude. Mais par contre, je condamne le silence du gouvernement, assourdissant du gouvernement. Oui. Et je ne tolère pas cela. Mais vous comprenez? Robert, je vous dis, j'ai reçu des dizaines de coups de fil. Quand ces gars me racontent ce qu'ils ont subi là-bas, ce qu'ils sont en train de subir, pareil en Afrique. C'est ça qui me fait. Non, monsieur Robert. Max, c'est ça qui fait que je hausse le ton. Vous comprenez? C'est ça qui fait que je hausse le ton. Non, je ne demande pas aux Camerounais d'aller faire une chasse à l'homme aux Équato-Guinéens. Non. Mais je dis, au contraire, je leur demande de rester calme. Mais par contre, je fustige avec la dernière énergie l'attitude de notre diplomatie. Ce n'est pas la première fois. On agit, comme vous dites là, vous dites que bon, ok, il y a les couloirs, la diplomatie dans le couloir. C'est quand c'est la première fois. Mais c'est récurrent. Mais ce n'est pas la première fois. Soit. Mais bon Dieu, il faut taper le poing sur la table. Justement, ce que je ne veux pas comme discours. Parce que si c'est... Comment ça? Non, je vous dis. Que le Cameroun tape le poing sur la table. On va frapper. Moi, je veux même qu'on frappe. Écoutez-moi bien. Voilà. Pour la Guinée équatoriale, c'est récurrent. Et c'est ça qui me pose problème. Et je ne veux donc pas qu'on reste à dire, bon, très bien, on salue l'attitude du gouvernement, le calme du gouvernement camerounais, mais il ne faudrait pas justement, c'est le gouvernement camerounais que je mets en garde, pour dire que comme on salue votre attitude, il ne faudrait pas... Qui salue l'attitude du gouvernement camerounais? Vous dites par exemple... J'ai demandé au peuple, non, je salue le calme dans l'attitude du peuple camerounais. Je veux mais parler ceux qui nous gouvernent, écoutez, Max, non, ne me prêtez pas vos mots. Je dis ceci, je réitère encore ceci. Je salue, n'est-ce pas, la capacité de résilience du peuple camerounais, le calme des populations camerounaises. Mais par contre, je fustige avec la dernière énergie cette indolence, ce silence assourdissant. Robert, je vous complète donc en disant donc que le gouvernement camerounais sache que lorsque nous sommes silencieux, on le regarde, nous les regardons faire. Mais qu'ils sachent qu'à un moment donné que s'ils optent pour la voie du silence, le peuple camerounais ne va pas continuer à regarder leurs compatriotes à l'extérieur être en train de subir. Une façon de dire que le gouvernement camerounais doit prendre ses responsabilités. Je vous ai dit tantôt qu'on peut tenir en diplomatie un langage officiel
et par derrière, on vous dit, Arsounis, c'était... Non, à un moment donné, on fait ce qu'on appelle au quartier le palapala, c'est-à-dire qu'on étale tout. Le haut. Le haut, oui, à un moment donné, on étale tout. Non, c'est-à-dire il faut En diplomatie. En diplomatie. Écoutez, on Hervé, comme a pris l'exemple de... On va avec un peu de douceur. De la Russie. À un moment donné, on sort de sa réserve diplomatique. On dit, bon, ok, maintenant, comme c'est comme ça n'a pas marché, on fait le HOA. Comme bon, donc, pour reprendre Hervé. Non, vous savez, Max, si vous avez reçu les coups de fil, des dizaines de coups de fil de nos compatriotes là-bas, si vous avez reçu ça comme moi, je me suis senti dans leur chair. Les sévices qu'ils ont subis, qu'ils subissent, est plus grave. Lisez le communiqué du consul du Cameroun à Bata, il dit qu'il va les transporter par vague de 15. Par vague de 15. Ça coûte quoi de mettre un bus du côté de Kiossi, un bus donc de 70 parce qu'ils vont aller les prendre. Vous venez de me dire que demain il y aura un avion. Mais il a fallu que le SDF réagisse. C'est ça, oui. Pour que le gouvernement camerounais se rende compte que, bon voilà, il faut prendre plutôt une mesure adéquate. Parce que jusqu'à... Le communiqué est daté, donc, je crois que c'est du 26. Du 20 au 26, ils n'ont rien dit. C'est-à-dire que c'est le 26 que le consul fait un communiqué boiteux, un communiqué de pacotille. Et quand nous réagissons, c'est à ce moment-là donc que le gouvernement camerounais, et c'est Bouba qui vient de l'annoncer ici, puisque moi je n'étais pas au courant, que dès demain, il y aura un avion qui ira transporter et nos compatriotes. Mais de grâce, ça ne suffit pas. Moi j'ai un problème. De grâce, ça ne suffit pas. Pardon, je chute. C'est bien d'envoyer un avion, mais il faut aller plus loin. Notamment en ce qui concerne le côté camerounais, il faut dégager ce consul de bataille. Mais j'ai un problème. Mars, moi j'ai une question. Une fois que ces avions... Moi je vais vous relancer quand même sur... Je vous répète ça. Non, je veux vous relancer sur cette problématique. D'accord. C'est vrai que l'avion va rapatrier les Camerounais, mais qu'est-ce qu'on fait de leurs biens? Mais bien sûr. C'est la question que je veux poser, M. Bouba. Une fois qu'on a rapatrié ces Camerounais, qu'est-ce qu'on dit? On les a libérés. Mais quand ils viennent ici, comment ils vont vivre? D'accord? Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a d'autres qui ont bâti toute une ville là-bas? Vous les ramenez ici, c'est pour les clochardiser. Ils vont vivre comment? Le problème n'est pas seulement, et c'est où je dis que le gouvernement camerounais doit faire attention à son... J'ai une solution. C'est où je dis que le gouvernement camerounais doit faire attention dans la protection des ressortissants camerounais avec leurs biens. Parce que vous les ramenez, ils ont bâti des empires là-bas. Vous les ramenez, vous dites, ok, sauvez. À moins qu'on est dans un état mieux, ou bien mieux comme ça là. Il faut se poser la question, que devient des biens de ceux-là là-bas? Vous ne pouvez pas dire que vous les rapatriez sans commencer par vous poser la question, une fois qu'on l'a rapatrié, que deviennent les biens? Et c'est justement pourquoi je dis qu'il faut que les mesures soient solides, que la diplomatie soit solide. On devrait même, je crois, mettre sur pied une délégation. On est un ensemble de ministères ici en relation avec un ensemble de choses qui devraient même justement descendre en Guinée, trouver des canaux pour discuter avec ces responsables-là. Parce qu'il n'est pas question que ces gars rentrent... Quand ils sont incapables parce qu'il n'est pas question, de condamner... Il n'est pas question que ces gars rentrent et que demain on vous dit leurs biens ont été confisqués, leurs biens ont été pris et remis justement au peuple équato-guinéen. Ça va poser problème. Hervé Emmanuel Combe. Je crois qu'il faut élargir le problème. Et je vous ai parlé de l'affaire d'Afrique du Sud. L'affaire du groupe... De Guardian Post, ça a titré même cette semaine sur cette question à parler des économies sur les biens. Là, en Afrique du Sud, et avec quelques amis, vous savez que j'ai habité à l'étranger pendant longtemps. Et il y a un problème, là je suis d'accord, une réflexion globale à mener sur la situation économique et du patrimoine des Camerounais de la diaspora. Quel que soit le pays dans lequel ils vivent. Parce que quand ça commence par les bois de Guinée équatoriale, on voit ça passer, ça a un côté un peu moyenâgeux. Mais je vous dis, j'ai pris les Camerounais qui ont des entreprises qui comptent, qui sont respectées à l'étranger. Je suis d'accord avec Marx, il faut les protéger. Il faut les protéger comment? Là, nous avons par exemple, dans le cas du groupe d'Ampulo, en Afrique du Sud, quelque chose d'extrêmement important, c'est plus de 2 milliards de dollars. Plus de 2 milliards. Et avec des emplois qui sont dans les deux côtés. Et nous avons affaire à un État où, voyez-vous par exemple,
j'ai appris par des amis que l'Union africaine avait sonné l'alarme sur cette affaire auprès du gouvernement sud-africain. Et quand vous avez des conflits d'intérêts où vous avez dans certains pays les chefs d'État qui sont alimentairement sous perfusion des groupes privés, vous avez vu ce qui s'est passé avec Zuma, ça continue avec Ramaphosa, qui lui est un homme d'affaires, la nuit, le jour, il est chef d'État et il prétend donner. C'est quelque chose de totalement inacceptable. Alors, moi, je pense, Max, que parmi les choses que nous avons, et là, ma curiosité m'a amené de suivre ces jours-ci l'attitude de notre appareil judiciaire. Nous sommes un État souverain. Et j'applaudis le comportement du tribunal de grande instance du Bouri, qui a ordonné la congélation des avoirs directs ou indirects des personnes qui peuvent être mêlées à cette affaire. Parce que c'est de l'influence, c'est la xénophobie de l'influence. On pensait que les Noirs sud-africains majoritaires aujourd'hui couraient pour rattraper le retard qu'ils avaient pris. Mais ils passent leur temps à pourchasser les Botswanais, à pourchasser tous leurs voisins qui, eux, travaillent chez eux. Et au-delà de la grosse affaire d'Ampulo, renseignez-vous sur les faits de criminalité contre les Camerounais qui habitent en Afrique du Sud. Il n'y a pas un mois où ils n'ont pas assassiné un Camerounais. Et des expulsions qui ne sont pas légales. Ce n'est pas acceptable. C'est un sujet qui concerne toute l'Afrique seule. Mais que fait le gouvernement camerounais? Il y a quand même ce... Je vais vous répondre. Ils sont pourchassés comme des malpropres, alors qu'ils ont un pays, ils ont une nation. Mais quels dispositifs? Bouba, très bonne question. Un État moderne a une action visible, une action et je ne peux pas en dire plus pour l'instant, parce que dans le cas de l'Afrique du Sud, s'il te plaît, Jean-Robert. Vous avez des pétitions, vous allez arrêter de condamner. C'est ce que j'ai fait. Ah, ok, il a condamné déjà. C'est ce que j'ai fait. Qui condamne le gouvernement. Non, je vais vous expliquer. Avec cette diplomatie de pacotille, il faut condamner. Alors, souvenez-vous que lorsqu'il y a eu l'affaire Bakassi, le président s'était vu face à un choix. On voulait lui imposer la guerre. Il a fait le choix du droit. C'est-à-dire que le droit doit l'emporter sur la force. Et le géant Nigeria, ça a mis le temps, ça nous a coûté cher en vie humaine. Non, là, je suis d'accord. Nous avons gagné. Merci. Il y avait un géant en face. Il y avait un géant, la plus forte armée du continent. Mais et la Guinée, c'est quoi? S'il te plaît, Jean-Robert, nous avons 1500 km de frontières avec ce pays. Si nous nous engageons sur la voie du palapala, c'était une mort annoncée ou une mutilation de notre État. Oui, mais le président a fait le choix du droit. Et je crois qu'actuellement, ce que nous devons faire, nous autres qui avons la voix et la parole, c'est de ne pas nous taire, d'interpeller l'Afrique, le monde, et de dire que ça se passe entre nous déjà en Afrique, et c'est très grave. Et l'État mène des actions visibles et invisibles pour protéger les biens et les personnes des Camerounais qui sont à l'étranger. Donc il y a une question sur la diaspora, et je suis heureux que Canal 2 ait donné une visibilité à ce qui peut arriver. C'est-à-dire on pense toujours que ce sont ceux qui sont naufragés dans la Méditerranée qu'on a abandonnés, mais on a des plus forts. Nous avons l'homme le plus riche d'Afrique francophone, qui s'appelle Baba Dampulo, et qui est en train d'être pillé par un État qu'on croit un État moderne qui veut être dans les BRICS, qui est dans les BRICS, qui veut avoir un siège aux Nations Unies et qui dit qu'il a une économie de puissance, alors qu'il y a des prédateurs de cet État. C'est totalement inacceptable. C'est une question qui regarde tout le monde. Donc, vous avez lu l'article de Jeune Afrique. Donc, je crois que le gouvernement fait des choses, même. Il faut laisser le couloir du gouvernement. Je termine là-dessus. Je suis heureux que les plus jeunes, Max Wabo surtout, pensent qu'on peut aller envahir avec le BIR de l'Union équatoriale, c'est possible. Mais en droit international, c'est pas possible. Docteur Marcel, sur cette question, quel enseignement devons-nous retenir de cette situation récurrente entre le voisin, Guinée équatoriale? Est-ce que vous avez le sentiment que, même si les uns et les autres ont apprécié le calme des populations camerounaises, vous saluez également la prudence et la diplomatie camerounaise par rapport à la gestion de cette crise? Moi, je pense qu'en toute chose, vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Et qu'à chaque fois qu'il y a guerre, à chaque fois qu'il y a conflit, il faut pouvoir voir à court, à moyen et à long terme. On maîtrise ce qu'on peut faire à court terme, mais parfois on n'a pas
assez de recul pour pouvoir prévoir ce qui va venir. Mais je pense qu'il est quand même important que le Cameroun puisse se faire respecter, que la dignité camerounaise puisse se faire respecter, ainsi que les différents investissements de nos compatriotes. Mais je pense qu'il faut saluer la pondération camerounaise. Il faut saluer cet esprit pacifique, mais il va falloir à un moment donné que la loi soit respectée. Il va falloir que le droit international puisse se pencher, parce que parfois, vaut mieux porter ce problème dans les juridictions compétences pour que l'analyse et les arrangements puissent être faits. Mais je vais également encourager nos compatriotes qui sont dans cette situation à savoir que je pense que le Cameroun n'est pas loin, que la population camerounaise veille sur ces personnes-là, et que je suis convaincue qu'il y a des actions qui sont faites aussi bien le jour de manière officielle que de manière officieuse, et qu'en toute chose, la fin justifie les moyens. Je reste optimiste, je reste confiante en nos différents gouvernements, mais il est bon que nous, Camerounais, nous puissions être ces personnes qui disent quand c'est bien fait et qui disent également quand c'est moins bien fait, et que c'est à partir de cela que ceux qui nous gouvernent, ceux qui ont des missions particulières, pourront pouvoir mieux maîtriser vers où aller. On sort par là avec vous. D'abord vous, 30 secondes là, tu vois. Monsieur Bouba, j'ai dit tout à l'heure qu'il faut dégager le consul du Cameroun à... Ça, c'est une suggestion. Tu as un problème avec lui. À Bata. Pourquoi? Non, mais laissez-moi finir. Non, vous avez fait cette proposition. Parce qu'il y a une vidéo qui circule, qui est devenue virale là, où une Camerounaise, bref, une dame, révèle que bien avant que la chasse à l'homme ne rentre dans sa phase active, il y avait déjà des menaces. Et qu'il y a des Camerounais qui avaient sollicité la protection diplomatique. La protection diplomatique. Ils voulaient rentrer au Cameroun. Et que le président de la République avait fait un déblocage de 115 millions. Je crois que c'était un truc comme ça. Cet argent, l'argent qui avait été débloqué, les gens ont mis ça dans leur poche là-bas. C'est quand la chasse à l'homme est devenue très active que, pour anticiper, n'est-ce pas, sur une éventuelle dénonciation, n'est-ce pas, on a sorti une partie donc, de cet argent pour commencer à évacuer les gens par groupe de 15, comme il avait dit. J'ai dit, une telle déclaration est très grave. Que le président de la République fasse un déblocage d'argent, qui débloque de l'argent pour faire rentrer certains compatriotes qui étaient donc désireux de retourner au Cameroun, et qu'un consul se permette, n'est-ce pas, de mettre ça dans la poche. C'est quand la situation s'aggrave, donc devient incontrôlable. Il faut avoir la preuve de tes déclarations. J'ai dit une vidéo, et c'est dans les réseaux sociaux. Non, mais écoutez, c'est une dame qui est très bien connue. Okay. On n'a pas fait cette déclaration pour rien. Et de deux, vous avez demandé, qu'est-ce qu'on fait de ceux qui rentrent? Oui, c'est une préoccupation majeure. Mais je crois qu'il y a des lignes budgétaires à cet effet. Il y a par exemple la ligne 65, dépenses communes de l'État en fonctionnement, dont l'objectif est de couvrir les charges non prévues et non réparties de l'État en fonctionnement. Voilà une situation qui survient. Plutôt que de distribuer ça, n'est-ce pas, aux copains, copines, machin et tout, débloquer l'argent dans la ligne 65, vous faites un recensement là, tous ceux qui arrivent, vous leur permettez, donc vous leur octroyer un peu d'argent pour qu'ils recommencent leur vie. Belle suggestion, Jean-Robert. En attendant d'y retourner. Dans les suggestions. Je voudrais tout simplement faire observer à la dame que, effectivement, on demande bien aux Camerounais d'être calmes. Mais je voudrais bien observer que dans ce pays, le Cameroun, quand vous regardez la xénophobie qui est du côté de la Guinée équatoriale, c'est tellement violent. Et dans ce pays, le Cameroun, sachez bien que ces Guinéens-là, ou bien ces Maliens, ou tout ce que ça comporte, dans notre propre pays, ils peuvent, point moins que rien, vous faire jeter en prison. Je vais vous dire, moi j'ai vu un Libanais, en discutant avec lui un jour, lors d'un problème, m'a dit, écoutez, un policier camerounais, c'est quoi? C'est 10 000, non? C'est 10 000, non? Voilà comment le gars raisonne. Mais il est convaincu que moi, Camerounais, il peut me prendre, m'amener dans une police,
Et donc 10 000 au policier, vous dites, le policier c'est quoi? C'est 10 000. Quand vous voyez comment l'étranger raisonne, c'est quand nous disons tout simplement que ce que nos frères vivent à l'extérieur, peut-être on a un langage d'apaisement, mais peut-être nous n'avons pas reçu des coups de fil comme Jean-Robert, mais si on reçoit ce coup de fil, on a tendance à vouloir être dur avec le gouvernement camerounais pour dire faites quelque chose dans l'urgence. Parce que plus les gars vont pleurer là-bas, plus on va recevoir des vidéos, à un moment donné, tout peut arriver. Hervé Emmanuel Krom. Oui, je pense que les Camerounais ne sont pas des agneaux. Il ne faut pas non plus qu'on pense que dans tous les pays du monde, on est souvent pourchassé sans raison. Il y a des situations dans lesquelles il faut dénoncer une partie même minoritaire de notre diaspora qui a pris, n'est-ce pas, de la transgression permanente de la loi. Moi, j'ai une proposition à faire. Je pense que dans le cas des intérêts aussi sensibles que, par exemple, en Afrique du Sud, là, avec l'affaire du groupe Best Investir, il faut donner une compétence universelle à nos juridictions. Moi, j'ai toujours réclamé cela, c'est-à-dire quoi? Si vous êtes un Camerounais, quel que soit l'endroit où vous êtes dans le monde, vous êtes assassiné ou quelque chose, et la justice camerounaise doit se saisir automatiquement jusqu'à ce qu'il y ait réparation de préjudice qu'on vous fait subir. Et c'est comme ça que les États modernes fonctionnent maintenant. Si vous tuez un Israélien, où que ce soit dans le monde, la justice israélienne et ses services secrets vous poursuivront. Si vous portez atteinte à un Belge, un Américain, ils ont une compétence universelle. Nous devons avoir une compétence universelle pour dire quoi? C'est-à-dire quand vous saisissez les intérêts d'un agent économique, d'un acteur économique camerounais, quelle que soit sa taille, priez pour que vous n'ayez aucun intérêt sur notre territoire, même indirect. Notre justice doit avoir compétence, avec des preuves, de saisir vos avoirs et de les congeler jusqu'à la réparation du préjudice que vous commettez à nos agents. Parce que c'est très facile de spolier un Camerounais à l'étranger et de se balader, faire la fortune sur le dos des Camerounais et en pleine rue. C'est pour ça que je salue le comportement du tribunal de grande instance du Bouri qui montre le chemin à venir. Vous attaquez un Camerounais, quel que soit l'endroit où vous attaquez à ce Camerounais dans le monde, vous mettez papier quelque part où notre justice peut mettre la main sur vous, sur vos intérêts, où nos services peuvent vous rejoindre. Ok, d'accord, nous avons... Donc on ne crée pas un ministère, un ministère de la diaspora au Cameroun. Ça fait partie du... Il y a une direction de recommandation. La direction, c'est quoi? On parle de ministère ministre de la diaspora. Jean-Robert, vous allez permettre qu'on marque une petite recommandation du grand dialogue. Conduire à la seconde thématique sur la situation sanitaire avec effectivement cette caution préalable annoncée. Et on a vu à travers cette note du directeur de l'hôpital de Bafoussam. Je vous propose de suivre ce reportage de nos équipes à travers Sanjo David, qui est donc allé du côté de l'hôpital La Quintini pour voir, entre guillemets, ce qu'ils ont appelé des malades séquestrés de ce côté. Ici, l'hôpital La Quintini de Douala, assez calme, vu de l'extérieur. Et à l'intérieur, se trouvent des personnes qui ont recouvré la santé, mais restent retenues dans l'enceinte de l'hôpital, faute de paiement. Nous n'aurons pas accès à ces déclarés insolvables. Une situation embarrassante, même pour le management de l'hôpital La Quintini. Ces personnes ne sont pas séquestrées, comme j'ai dit, c'est un trop grand mot. Ces personnes sont retenues en attendant qu'elles s'acquittent de des frais qui ont été engendrés pour les prendre en charge. Les personnes concernées se présentent comme démunies et les défenseurs des droits humains se mettent en branle. Il n'est pas conseillé que quelqu'un soit séquestré dans une institution sanitaire. Pourquoi? Parce que tout être humain, tout individu a droit à la liberté. Quelles ont été les directives, quelles ont été les prérogatives qu'a donné cette institution avant l'administration ou alors avant l'admission du patient, avant l'admission du malade? Nous devons nous lever et mener des enquêtes, nous assurer de la véracité de tout ce qu'on nous a dit. Et s'il s'avère qu'on a des preuves, nous allons saisir les autorités compétentes. Face à notre caméra, l'hôpital fait sa comptabilité. On apprend par exemple que sur 61 77 625 francs de bons verres délivrés pour la prise en charge au mois de juin,
seuls 36% ont été recouvrés. L'hôpital attend encore 23 millions de francs CFA des patients du mois d'août, ce qui inquiète. Nous sommes face à une impasse et nous invitons ces populations sensibles à ces différentes causes à également à être sensibles à ce qui est fait dans cette formation sanitaire. La prise en charge rapide en cas d'urgence, communément appelée le bon vert, prend les allures d'un caillou dans la chaussure de l'hôpital. Merci à David Sanjo qui va nous permettre de glisser effectivement dans cette seconde thématique. Mais comme Canal 2, notamment Canal Presse, média d'instantanéité, avec les réseaux sociaux en connexion directe, une alerte a été donc signalée pour vous, Monsieur Wabo. Je vais partager cela avec vous à l'instant. Le PCRN qui annonce avoir commis 3 détectives privés pour retrouver Max Wabo du MRC actuellement sur les antennes de Canal 2 International. Nous avons engagé des poursuites pénales contre ce dernier, militant du MRC, qui a déclaré que Cabral Libye a reçu de l'argent du RDPC pour la présidentielle. Depuis, nous cherchons à le localiser pour lui donner sa citation directe. Nous avons commis donc 3 détectives privés. Il est déjà cerné. Donc vous avez une citation directe. Écoutez, on ne suivi pas une citation directe le dimanche quand nous arrête de nous distraire dans ce pays. Bon Dieu! Bon Dieu! Bon Dieu! Vous êtes cerné, Mars. Vous voulez que je réponde à ça? Est-ce qu'on peut revenir au On revient maintenant. Non, c'était pour le fun. Je pense qu'il y a un médecin ici qui devait nous administrer des calmants de valeur aux hommes politiques. Comprenez? Moi, je suis un peu une partie de cette histoire. Max Wabo, qui n'est pas dans la même chapelle que moi, répondait à une provocation d'autres personnes, d'autres partis, dont le PCR. D'accord. Et en fait, je crois qu'il faut passer main. Je peux dire quelque chose sur la santé? On est sur la santé déjà. On parle de la santé. Oui, allez-y. Bon, je crois que vous allez embrayer. Alors, Madame Ebongue est là, le docteur Ebongue est là. Moi, j'ai un problème. C'est-à-dire que on ne peut pas stigmatiser un collaborateur de l'État, même directeur d'un hôpital, et s'éloigner de la question globale. Le problème que nous avons au pays, d'abord, de base, c'est la productivité du service public. Et deuxième problème qui devient très sensible, c'est la marchandisation du service public social et de santé, et même de l'éducation. Et là, dans le cas de Bafoussam, on est devant une mauvaise communication de l'administration, vous voyez, il faut être dit, parce que l'administration n'est pas un organe de base du RDPC. On a une mauvaise communication parce que d'une part, vous demandez aux dirigeants des établissements et des formations sanitaires d'avoir de bons résultats, d'avoir des budgets équilibrés, et en même temps, vous ne leur donnez pas les moyens pour faire la gratuité des soins. Et donc voilà le vrai débat qu'on doit aborder, au lieu de stigmatiser quelqu'un qui a... Vous savez, avant lui, il y a une dame qui est morte à Bonassama, simplement parce qu'on n'a pas fait marcher à l'époque le groupe électrogène en disant qu'il n'avait pas le crédit pour faire marcher le groupe électrogène pour une opération. Et vous avez des endroits comme ça, vous connaissez l'affaire Koumatekel. Vous commencez donc, je crois qu'aujourd'hui, nous devons, au-delà de nos appartenances idéologiques et politiques, faire œuvre de patriotisme et nous dire où est-ce qu'on peut faire du profit dans l'action publique et où est-ce qu'il n'y a pas lieu de faire du profit et de s'assurer simplement que dans la gestion, et l'hôpital à Kintini est un modèle qui me plaît d'abord parce que je suis né. Et quand vous y entrez maintenant, vous n'avez plus le complexe d'aller vous soigner comme certains font en Inde, en Chine, au Kenya. C'est-à-dire que les efforts sont faits. Alors ce qui s'est passé à Bafoussa est tout simplement un dérèglement, n'est-ce pas, de l'administration où on demande les résultats sans avoir les moyens de les réaliser. Alors, à l'hôpital à Kintini, ça se passe comment? Mais on a appris qu'il y a une enveloppe de près de 250 des indigents à payer. Qui va payer la note? Est-ce que forcément, chaque fois qu'on vient à l'hôpital, la Kintini, on est peut-être pris en charge, mais après, il y a quand même cette note-là. Comment ça se passe là-bas? Mais je pense que merci M. Bouba pour cette question. Merci déjà aussi à M. Hervé Com qui a pu, de manière neutre et impartiale, poser la vraie problématique. Quand on parle du système de santé et quand on parle de l'hôpital Kintini particulier, il faut rappeler que c'est un hôpital de 2e catégorie
qui est la plus grande formation sanitaire de par sa capacité d'accueil, de par ses ressources humaines et également même de par son plateau technique. Donc, fort de cela, nous avons un grand nombre de patients qui nous arrivent quotidiennement, à peu près 150 000 consultations par an. Mais nous avons ce souci, en accord et en respectant la politique nationale, en respectant la politique du ministère de la tutelle qui est l'humanisation de soins, de pouvoir apporter des soins dans l'urgence et même au-delà. Donc, l'hôpital Kintini a mis sur pied le système de Bon Vert, qui est un système, je veux dire, de préfinancement, d'avance de soins, qui permet, lorsque vous arrivez à l'hôpital, et selon notre étude qui a été réalisée aux urgences de l'hôpital Kintini, qui est un hôpital de référence, qui reçoit vraiment une grosse part de la population de Douala, 9 patients sur 10 arrivent et ont besoin de pouvoir réaliser leurs soins précocement et sans paiement. D'autres vont pouvoir payer dans 1 heure, 2 heures, le temps que la famille arrive. D'autres vont avoir une assurance maladie où seuls 6% de la population camerounaise a une assurance maladie. Donc, bien entendu, nous n'allons pas attendre que le bon de prise en charge vienne par une assurance. On commence les soins. Lorsque ces soins sont prodigués, lorsque l'urgence vitale est levée, lorsque l'urgence diagnostique, parfois il ne s'agit même pas d'une urgence vitale. L'urgence vitale veut dire que si rien n'est fait, la mort est imminente. Ouais. Mais également, parfois, on a juste besoin de poser un diagnostic, de faire un bilan biologique ou encore de faire une radiologie, un scanner, je ne sais pas quoi d'autre. S'il n'y avait pas cette politique de préfinancement de soins, si on n'avait pas mis l'humain au cœur de nos préoccupations, ça prendra du temps et ça augmenterait même les complications et le coût futur. Maintenant, lorsque ces soins sont prodigués par un personnel aguerri, par un personnel soucieux justement de prendre du résultat du soin, il arrive le moment de payer. Comme quand on va dans une boulangerie, on a besoin, même si on est affamé, on a besoin, après avoir acheté son pain, de le payer. Mais docteur, la santé, ce n'est pas une marchandise. Mais justement, c'est là le débat que nous avons, qui est philosophique. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Ce n'est pas un débat philosophique, c'est plutôt un débat pragmatique, la réalité des faits. La réalité des faits est que lorsque ces patients sont reçus, après une ardoise leur est présentée. Et heureusement, la majorité des cas arrivent peut-être à participer parce que l'hôpital n'est pas un commerce, l'hôpital n'est pas une épicerie, mais l'hôpital a du matériel médical à acheter, a un plateau technique à entretenir, a des motivations qui doivent être faites par rapport à son personnel. Mais l'hôpital a surtout, là je suis bien d'accord avec avec le RVCOM, que la vocation première de l'hôpital, c'est de prendre en charge les médecins, c'est de prendre en charge les patients qui arrivent. Et cela est bien fait. Cela est bien fait. Donc il n'y a pas, on ne va pas dire des malades séquestrés, on va dire des patients qui, à un moment donné, il y a la notion d'indigents, c'est-à-dire des personnes qui arrivent où on est convaincu qu'ils n'ont pas les moyens de payer. Là, il y a une enquête qui est faite par les services sociaux qui vont dire, en se rapprochant du patient, de leur famille et même de leur entourage, puisqu'ils vont à domicile, s'assurer qu'effectivement nous avons affaire à des patients indigents. Mais parfois, ce n'est pas souvent le cas. Parfois, certaines personnes ont pris le raccourci d'interpeller les réseaux sociaux pour pouvoir s'acquitter de leur dette ou de devenir comme un commerce, justement, parce que à travers les numéros orange ou je ne sais pas quoi qu'on donne, on appelle à faire des dons et parfois ce ne sont même pas les personnes les plus indiquées qui le font. Donc il y a tout un réseau qui se met sur pied pour pouvoir jouer sur la corde sensible de la population camerounaise. Alors, est-ce que là, le pauvre directeur de l'hôpital de Bafoussam a été jeté à la vindicte populaire à travers cette correspondance, à travers les réseaux sociaux encore, qui a été virale.
est-ce que encore là, ce n'est pas une réalité que vivent les Camerounais au quotidien? Bien, M. Bouba, je vais vous répondre. Mais avant de vous répondre, je note que via votre téléphone, vous avez lu, je ne sais pas si c'est un communiqué, qui visait à rechercher ma personne. Je voudrais ici rassurer que ce soit ma famille, que ce soit des amis, que je ne suis nullement affecté moralement. Je reste serein. Et quand des gens veulent faire dans du sensationnel, moi, je ne gère pas le sensationnel. Il faut bien que ce soit clair. Parce que je pense que j'ai été dans un plateau aujourd'hui, avant d'arriver chez vous. Il y a eu ce même débat, je me suis beaucoup réservé, et on critiquait justement le présentateur de n'avoir pas invité le PCRN. Je crois que ce communiqué qu'on a fait là a été vite fait aujourd'hui, peut-être pour poursuivre Mars Wabo à Canal 2. Je voudrais rassurer ici les uns et les autres de rester calme. Mon moral ne peut pas être ébranlé. S'ils ont besoin de moi, M. Bouba, je vous autorise. Donnez-leur mon numéro de téléphone, que l'huissier qu'ils ont commis m'appelle. Je vais leur dire mon bureau est à tel endroit et venez me donner. Donc, ce qui s'agite là, d'accord, ça ne me fait ni chaud ni froid. Merci pour cette précision. Maintenant, revenir maintenant à la question quand vous parlez du médecin Bafoussam. Je note que vous me faites voyager pour me retrouver à Bafoussam. Et du coup, permettez-moi donc de saluer un de mes amis qui est un greffier à Bafoussam, le greffier Abba, qui est un ami. Tu as des amis qui sont dans l'appareil judiciaire? Bien évidemment. Très bien. Il a même des amis au RDPC, exemple vous. Ah, moi, oui. Moi, j'aime beaucoup Max Babou. Voilà, il est tempéré, il est intelligent. Bien. Maintenant, alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'hôpital de Bafoussam? Je voudrais d'abord dire que nous vivons avec la culture de l'impunité. Et ça fait que lorsque quelqu'un est quelque part, lorsqu'on est quelque part, et qu'il n'y a pas de sanction, tout gestionnaire des biens publics peut à un moment donné penser, peut-être à tort ou à raison, que justement les biens lui appartiennent. Peut à tort ou à raison. Allez-y, je peux aller? Oui, allez-y. Peut penser que les biens lui appartiennent. Et du coup, très rapidement, ce qui se passe, il pense que la structure, il confond donc sa personne avec la structure. Et en ce moment-là, il ne se considère plus être dans une structure d'État. Revenir maintenant. Ne soyez pas perturbés, peut-être le temps que vous reveniez pour argumenter sur cette question, mais je voulais quand même relancer Jean-Robert Wafo. Est-ce que ce n'est pas le système sanitaire en question qui fait problème? Oui, mais effectivement, il faut d'abord que les Camerounais sachent que ça fait des années que l'État n'accorde plus de crédit de fonctionnement à nos hôpitaux. Hein. Et donc il faut que ce soit clair, il y a un petit de dotation en termes de crédit de fonctionnement. Madame donc elle vient donc de relever qu'il y a un différentiel de combien de millions de francs CFA pour le truc. Aussi l'État dotait, n'est-ce pas, les formations hospitalières de crédit de fonctionnement comme c'était le cas avant. Bon, maintenant il n'y aurait pas ça. Il faut que les gens comprennent les choses. Hein. Moi je dis, il y a un problème. Le reproche que tu peux faire au directeur de l'hôpital régional de Bafoussam, c'est sa communication. C'est le seul reproche. C'est sa communication. C'est-à-dire ceux qui ont rédigé ce communiqué pour lui, moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut qu'ils les mettent un peu de côté et qu'ils prennent des gens qui sont spécialistes de la communication. Parce que, voyez-vous, il y a un système, il faut qu'on explique un peu aux gens comment ça se passe. Il y a des CMA. Il y a des hôpitaux, je crois que c'est de première catégorie, donc il y a des CMA, les centres médicaux d'arrondissement et les centres de santé intégrés. Pour avoir un CMA ou un CSI, c'est environ 5000 habitants. Non, un CMA, on a plus d'un million. Non. Écoutez, non, c'est la norme. Tu as raison, mais je dis... C'est la norme. Et maintenant, quand vous êtes entre 50 000, quand il y a 50 donc un hôpital de district, c'est entre 50 000 et 100 000 habitants. Où voulez-vous en venir exactement? Pour dire quoi? En fait, quand vous avez peut-être un palier, vous ne devez pas aller directement dans un hôpital
par exemple, à la Quintini, par exemple, quand vous avez un palud, vous devez d'abord vous dans un hôpital de proximité. Centre de santé. CMA, CSI. C'est quand la situation les dépasse peut-être là-bas qu'ils peuvent vous référer maintenant à l'hôpital de district. Et si c'est compliqué là-bas, on peut maintenant vous référer à l'hôpital régional. Parce que si tout le monde va directement, par exemple, à l'hôpital régional de Bafoussam, c'est un hôpital régional. Si tous les malades qui quittent de Tchan, Bouddha, machin, tout le monde s'agglutine là-bas, il n'y aura pas moyen. On ne pourra pas le faire. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un problème de communication. Il faut savoir également une chose. C'est que les initiatives de soins de santé primaire, c'est un... Je crois qu'il y a trois grandes articulations. Il y a l'initiative de Bamako, n'est-ce pas, de 87. Et puis il y a eu une initiative dernièrement, il y a eu un sommet d'Astana. L'objectif, c'est de couvrir, donc, c'est d'atteindre l'objectif de la couverture maladie universelle. Mais ça n'a pas été fait. Et puis, il ne faut pas perdre également de vue une chose. Parce que, voyez-vous, les hôpitaux ont deux modes de fonctionnement. C'est-à-dire, il y a le cofinancement, il y a la cogestion. Il y a le principe de cofinancement et le principe de la cogestion. Ça a été arrêté par justement l'initiative de Bamako et puis l'initiative Altamala. Pour dire quoi? Est-ce que les présidents, quand on parle de la cogestion, les présidents des comités de gestion, généralement dans des hôpitaux, les maires, de région, c'est les maires. Donc c'est le maire de la ville. Dans les CMA et les CSI, c'est également dans les maires de proximité. Je ne comprends pas pourquoi l'État peut laisser les hôpitaux être dans cette situation permanente d'assèchement en termes financiers. Il y a de l'argent. Même s'il n'y a pas de l'argent, et moi je dis, le docteur Manaouda Malachié, c'est vrai, il a fait une réaction là, il a signé un communiqué, comme si j'étais également à la vindicte populaire, comme si j'étais le directeur de l'hôpital régional à la vindicte populaire. Mais il y a un problème de fond. Il faut financer, il faut accorder les crédits de fonctionnement au CMA, au centre de santé intégré, aux hôpitaux de district. Allez dans les hôpitaux de district. Et d'ailleurs, j'ai parlé n'est-ce pas, comment on appelle ça, d'une fourchette en termes d'habitants. C'est-à-dire les CMA, c'est 5000 habitants. Les hôpitaux et de district, c'est entre 50 et 100 habitants. Combien sommes-nous d'abord au Cameroun? Okay. Écoutez, non. Jean-Robert, vous êtes essayé dans cet exercice. Non, laissez-moi chuter. Médical sur ce plateau. Parce que les chiffres de la démographie, les chiffres sont faux. Quand on parle de CMA, moi, à Douala deuxième, je crois qu'il y a deux ou trois CMA. Pour combien d'habitants? Alors, est-ce que le problème se trouve à ce niveau-là? Oui. Docteur Ndom, vous qui êtes conseillère, médicale, mieux outillé pour expliquer à nos téléspectateurs. Je voudrais préciser à nos différents panélistes que je suis médecin. C'est-à-dire que ce n'est pas une vue d'esprit, mais c'est un problème que nous gérons au quotidien, nous qui sommes sur le terrain, en dehors des chiffres démographiques ou autre chose. Nous avons des personnes qui arrivent en demande de soins. Et là, je salue quand même cette initiative de dire qu'il y a plusieurs catégories de formation sanitaire et qu'en fonction justement du type de maladie, il y a une offre de soins qui est adaptée en fonction de l'hôpital. Maintenant, c'est un problème qui est multifactoriel, qui fait intervenir le soignant, le malade, les pouvoirs publics et même les personnes de bonne volonté, parce que la santé, ce n'est pas seulement une histoire de gouvernement ou de médecins ou de patients, c'est un problème qui doit être pris dans sa globalité. Maintenant, nous devons répondre aux soucis à deux exigences. La qualité des soins, qui implique d'avoir un personnel compétent, bien formé, qui demande également à avoir un plateau technique. Et tout cela, ça c'est un coût. Maintenant, il y a également l'exigence primordiale qui est de pouvoir apporter des soins de qualité à ceux que nous recevons. Donc, quand je dis cela, il va falloir que chacun puisse faire son rôle. Il n'y a aucun système, à ma connaissance, je peux me tromper,
où la santé, où la prise en charge de la santé est gratuite, il y a toujours quelqu'un qui paye. Il y a toujours quelqu'un qui paye. D'où le cofinancement. Le principe de cofinancement, ça a été arrêté à Altamala. Voilà. Nous, en tant que médecins, on veut vraiment rester dans le terre-à-terre, c'est-à-dire pouvoir prendre en charge des malades qui arrivent. Donc, quand un malade arrive, il a un soin qui est fait, il y a des médicaments qui sont demandés, il y a des intrants qui sont nécessaires pour pouvoir le prendre en charge. Je pense qu'il est essentiel que nous puissions comprendre que c'est important que chacun puisse bien jouer son rôle et que notre hôpital, justement, puisque si je viens en tant qu'hôpital à Quintigny, qui a quand même une certaine renommée et un grand nombre de patients, qui fait en sorte que nous avons une certaine expérience ou une certaine réalité qui peut nous permettre de dire aujourd'hui que pour que le travail soit bien fait, il faut que chacun puisse répondre aux différentes exigences. Est-ce que l'État vous accorde encore les crédits de fonctionnement? Non. L'aide est multifactorielle, c'est-à-dire... Est-ce que l'État vous débloque des crédits de fonctionnement? Mais l'hôpital appartient à l'État. Quelle est cette question? Puisque le plateau technique, s'il vous plaît, monsieur. Le plateau, s'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. Vous savez, l'hôpital n'a pas vocation à faire du profit. Mais lorsque vous avez déjà du matériel, des appareils, du plateau technique qui est offert, qui est donné par les pouvoirs publics, c'est-à-dire il y a des subventions en nature, en espèces ou que sais-je encore. Et nous avons suffisamment, pour l'hôpital à Quintigny, nous ne pouvons pas dire que nous ne recevons pas de subventions particulières puisque nous sommes accompagnés pour pouvoir avoir le plateau technique qui est le nôtre aujourd'hui, qui nous permet aujourd'hui de pouvoir réduire les évacuations sanitaires, comme l'a dit M. Hervé Com, qui nous permet maintenant d'être compétitifs sur le plan national et sur le plan international et de pouvoir apporter des soins de qualité. Je pense que là, c'est la base. Et là où le bas va peut-être coincer, ça sera à un autre niveau. Mais la problématique de savoir si les malades qui arrivent en urgence vitale ou pas sont bien pris en charge comme l'oblige la politique d'humanisation des soins, c'est une réalité. Toute personne qui arrive dans une formation sanitaire est prise en charge indépendamment de différents statuts comme l'oblige le serment d'Hippocrate, indépendamment de ses moyens financiers, ils sont pris en charge et on voit le reste. Alors, Emmanuel Com, le ministre de la Santé publique, a fait une sortie pour aller dans le même sens que le docteur Ndom, pour parler de la question d'humanisation et de la socialisation même, la prise en charge du malade, à travers ce communiqué. Est-ce que au quotidien, sur le plan pratique, est-ce que c'est ce qui se passe réellement? Écoutez, je vais essayer d'aller au ralenti pour que ce soit pas mal compris. Moi, je suis né à l'hôpital à Quintigny. Et l'hôpital à Quintigny s'appelait l'hôpital des indigènes. Parce que je n'appartenais pas à mes parents. La classe qui naissait à l'hôpital général, qui se trouve là où se trouve aujourd'hui la région et le GM. Donc, je suis très sensible aux questions de l'hôpital. J'ai un problème de vocabulaire. N'est-ce pas? L'hôpital, ce n'est pas une entreprise. Au quotidien, on voudrait que ça soit géré comme une entreprise. Or, dans la science des organisations non marchandes, l'hôpital est dans le classement des organisations non marchandes. Donc, on ne peut pas marchandiser les actes de soins, surtout quand c'est public. C'est quand c'est privatisé que vous avez le choix d'être massé, vous faites ici. Et l'hôpital public a une première maladie aujourd'hui, je vais être télégraphique, c'est l'information et la communication. C'est l'information, c'est-à-dire, Dr Ndom vient de nous faire une exposition des contraintes qu'elles ont. Mais il y a un problème d'information. Lorsque Jean-Robert dit que le premier soin, c'est d'abord au centre de santé, mais nous avons des histoires ici dans cette ville, des femmes qu'on a trimballées du centre de santé de Nilon, qui est aujourd'hui un hôpital, et quand on est arrivé au port de la Quintigny, elles étaient mortes. Ça veut dire qu'il y avait un problème d'information. Deuxième chose que je voudrais dire quand même, là, je pense que quand un hôpital est public,
il y a ce qu'on appelle, en langage financier, le ticket modérateur. Le public ne veut pas dire que tout est gratuit. Mais les gens ont raison. Le ticket modérateur peut être payé par le malade ou par une fondation ou une caisse de collectivités publiques et tout ça qui s'unissent pour diminuer, modérer les déficits qu'entraîne la couverture de santé universelle. C'est-à-dire, on ne me pose pas de questions. Mais, docteur Ndom, je connais des systèmes où les soins sont gratuits. Mais je ne veux pas mettre ça en compétition, c'est un débat qu'on aura. Et ce n'est pas à moi d'être procureur contre mes amis. Ce qui s'est passé à Bafoussam, et tout le monde connaît la sympathie que j'ai pour le vôtre ministre, n'est-ce pas, et l'amitié, c'est que le communiqué était hâtif. C'est-à-dire qu'il y a un dysfonctionnement entre un acte posé de bonne foi par le directeur de l'hôpital et qui demandait une forme de ticket modérateur, il appelle ça caution, le mot importe. Et c'est pour ça qu'il y a un problème de communication. Hein? Je ne vois pas le professeur Issoumba en train de dire caution. Et après sa hiérarchie le contredit en lui disant qu'il n'avait pas à lui dire « Oh, si on va dans les faits, les résultats qu'on lui demande lui imposent beaucoup de prudence quand il reçoit les malades. » Donc, le débat qu'il y a aujourd'hui, et moi je vous respecte énormément, vous avez un travail très difficile. Vous recevez par exemple, bon, vous provoquez, beaucoup de malades avaient fui l'hôpital à Kintini, parce qu'à un moment c'était un mouroir. Depuis que vous l'avez transformé, on veut aller à l'hôpital à Kintini. Et les gens ont créé des mouroirs privés, des pharmacies de gazon et tout. Donc vous avez un énorme travail à faire. Il faut qu'on vous aide. Mais il faut faire un effort de communication pour qu'on n'ait pas le sentiment que les soins de santé publique sont la santé de classe. C'est-à-dire, vous n'avez pas d'argent, vous mourrez. Ce n'est pas inventé. Les femmes qui ont accouché et qui ne sont pas sorties de l'hôpital parce qu'on ne payait pas les soins de la maternité. Moi, je suis né à l'hôpital à Kintini. À l'époque, on faisait 9 jours. Ma mère était là, nourrie, logée, on donnait même les couches. C'est pour ça que je suis devenu l'homme que je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a des femmes qui accouchent le matin, on leur demande de sortir le soir parce que la famille ne sait pas comment elle va payer. Vous avez des corps qu'on abandonne à la morgue. Je salue là, aller à l'hôpital, c'est magnifique, ils font des efforts, mais tout le monde doit s'arrimer à votre travail. Il faut qu'on sorte le problème de l'argent dans la noblesse de soigner. Problème de communication, certes, problème de précarité également, Marc. Oui, je vais prendre un peu la casquette de financier pour comprendre l'attitude du directeur de l'hôpital de Bafoussam. Je vais rester dans l'expression caution, je ne vais pas dévier. Je vais rester dans caution de 50 000. Alors, il se trouve que, pour moi, ce médecin ne peut pas avoir pris de manière hasardeuse une note pour dire il faut que vous déposez une caution de 50 000. Ça ne peut pas de manière hasardeuse. Il est forcément confronté à des difficultés. Vous avez donc des patients qui viennent dans les hôpitaux, qui peuvent se faire soigner. Mais à un moment donné, ces gens n'ont pas des moyens financiers, n'ont pas de l'argent pour payer. Et le médecin lui-même a des objectifs. Ça, il ne faut pas qu'on perde de vue. Il ne faut pas qu'on pense que l'hôpital est à 100% gratuit. Il a des objectifs. En début d'année, ou bien si vous voulez, il a un budget. Un budget est vu en termes de recettes et de dépenses. Imaginez un tant soit peu que l'hôpital de Bafoussam est entré en partenariat avec une pharmacie, laquelle pharmacie a mis à sa disposition des médicaments, disons comme ça. Ce qui suppose également que la facture fournisseur doit être réglée. Et une entreprise qui ne paye pas ses fournisseurs, vous ne pouvez pas faire long feu. Bien. Et donc, lorsque on lui demande, le ministre lui demande, laissez partir ces gens, imaginez, je ne vais pas raisonner en termes micro. Parce que quand vous raisonnez en termes micro, on peut être sur cette table, on dit, donnez, on me prend 1000 francs, je banalise 1000 francs. Moi, je vais dire, si on prend comme ça 1 million, 2 millions de personnes, combien ça fait? C'est pourquoi moi, je n'aime pas mener les analyses en termes micro, mais en termes macro. Alors, il a donc 50 personnes. Imaginez un tant soit peu que la recette qui devait faire sur 50 personnes s'élève à 10 millions. Je vous en prie, M. Bouba. Et qu'un ministre, justement, vient lui dire, laissez partir ces gens. Il faut bien qu'on sache qu'on a une perte sèche de 10 millions. Mais si le ministre dit, laissez-les partir,
que la facture est de 10 millions, je vous envoie les 10 millions, je dis chapeau. Mais si le ministre dit, laissez-les partir pour les 10 millions, je vous envoie 2 millions, je dis, je ne suis pas d'accord. Il y a un problème. Parce que l'hôpital ne pourra pas faire face à ces engagements. Et si on continue à encourager en disant, laissez-les partir, la mentalité camerounaise est telle qu'on doit avoir des filous. Je viens également demain me faire soigner. Je décide justement de ne pas payer. J'attends que l'agneau de Dieu, à partir de Yaoundé, vienne dire sortez. Mais on va fermer l'hôpital. On termine avec vous. Sur l'enseignement. Monsieur Bouba, merci. Je voudrais vraiment revenir avec tout le respect que j'ai pour Hervé Com pour dire que il n'y a pas de système de santé gratuit. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui paye. Mais justement, ce n'est pas gratuit. C'est pas gratuit parce que c'est assumé par quelqu'un d'autre. Je voudrais que ce soit bien clair. Et je pense que le message pour sortir de ce débat, dommage, c'est un débat tellement important que nous avons pris juste quelques minutes pour parler de ça, alors qu'on a pris beaucoup d'autres temps pour parler des choses pas plus importantes. Mais ce que je veux dire, c'est que tout est fait pour pouvoir prendre en charge les malades dans l'urgence. Et ça demande, comme tous ceux qui sont ici présents, tout bords confondus, ça demande que nous mutualisons nos efforts du secteur public, du secteur privé, les communautés, les mairies, l'État, pour que les choses soient bien prises en charge, pour que nous puissions surtout avoir un système de santé périn. Parce que si on commence à scier la branche sur laquelle l'indigence ou la gratuité est faite, nous ne sommes pas sûrs que demain, nous pourrons entretenir ces appareils qui sont achetés par les pouvoirs publics. Nous ne sommes pas sûrs que nous pouvons assurer la fourniture des médicaments et des différents consommables. Donc il est important qu'on intègre que ces différents aspects doivent être pris en compte quand on discute. Jean-Robert, la dernière minute. Je disais tout simplement qu'il faudrait qu'au niveau du ministère de la Santé, qu'on explique aux Camerounais, qu'on dise aux Camerounais d'aller d'abord dans les centres hospitaliers de proximité. La proximité, c'est d'abord les CMA, c'est les CMA, c'est les CSI, dont les centres de santé qui doivent s'occuper de 80% de patients. Et insister également sur la prévention et référer 20% aux hôpitaux de district. Qui également, si ça dépasse donc l'hôpital de district, c'est l'hôpital de district donc, qui doit référer, n'est-ce pas? Et moi, je trouve qu'il y a un problème de communication, mais je ne peux pas condamner le directeur de l'hôpital régional de Bafoussam. Il a dit caution de 50 000. Caution, ce n'est pas le terme qu'il fallait donc utiliser, mais il a dit 50 000. Et moi, je considère que 50 000, c'est un filtre. C'est un filtre. Parce que les Camerounais ne doivent pas perdre de vue qu'à l'hôpital général de Douala, c'est 250 000 francs pour au moins pour se faire consulter. Ok, d'accord, merci. Vraiment, les 10 dernières secondes. Non, mais moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à partager ce débat, même si elle est tout court. Il faudrait une émission avec le docteur Ndom qui affirme qu'il y a des systèmes où le patient ne paye pas parce qu'il y a des tickets modérateurs. Merci. Je vais lui apporter la preuve. Merci, cher monsieur. Merci, Marx. Merci, docteur Ndom, d'être venu sur ce plateau. Jean-Robert, merci également à vous, Emmanuel Com. On va donc mettre la clé sous le paillasson tout en rappelant que la première rediffusion de ce programme, ce sera ce soir à partir de 23h. Demain, à 23h30. Madame, monsieur, ne n'oubliez jamais, quoi qu'il arrive, gardez le sourire. Bien le bonjour.